Vous savez, je lis vos commentaires, hein, et quand je sens que ça va me spoiler, j'ai tendance à les lire rapidement en filigrane, mais il y a un commentaire qui est revenu quelques fois depuis deux trois épisodes, qui a dit clairement qu'il va y avoir un gros ta gueule, c'est magique à un moment donné dans cet épisode 20, qu'il y a très peu de chances que j'aime, etc. Et je m'attendais au pire en voyant cet épisode, et honnêtement, ça allait. Vraiment, c'était pas mal du tout, j'ai plutôt apprécié cet épisode. Donc, c'est ce genre de choses, tu vois, quand tu t'attends à être déçu que tu l'es pas, ça, ça accentue le bon côté, faut vous dire ce qui est. Donc, ouais, l'histoire va un peu terminer tout cet arc de Hyperion Heights. Et ce sera centré sur Regina et Henry. Alors c'est bien de faire ça parce que ça faisait un rappel à ce qu'on avait vu au tout début de la saison, c'est-à-dire Henry qui quittait Regina, et le flashback qu'on va voir est autour de Henry qui vient de quitter le lycée, qui va envoyer ses demandes à différentes universités, parce qu'il sent pas forcément à sa place ici, il a envie de découvrir le monde, mais il hésite un petit peu parce qu'il a peur aussi de quitter cet endroit-là, et de plus être connu en tant que Henry Mills, etc. Il a peur de se lancer de ses propres ailes. Alors en même temps, il veut découvrir de nouvelles choses, donc il est très tiraillé là-dessus. Tandis que Regina est un peu peinée de le voir partir, mais elle est prête à l'épauler pour ça. C'est un très bon moment mère-fils, vraiment. Bon, c'est un peu dommage que vous repreniez très peu de persos secondaires. On voit rapidement Mère Grand, putain de merde. Je pense que c'est le perso secondaire qui est le plus apparu, celui-là. Mère Grand. Donc, ouais. Ouais, à part Mergrand, on voit personne d'autre, c'est un peu dommage, on aurait pu, c'est pas, incorporer deux, trois autres persos. Mais bon, c'est un détail, c'est pas trop grave. Il y a un petit twist sur ce flashback sur lequel je reviendrai, mais c'était cool de revoir l'ancien Henry, le Henry jeune qu'on a eu l'habitude de connaître dans les 6 premières saisons. De voir ce lien plutôt bien fait entre ces deux-là. Et oui, c'est ses doutes quant à ses choix d'avenir, le fait que sa décision de quitter Storybrooke pour visiter d'autres mondes ne s'est pas faite comme ça. C'était cool. Et donc j'ai bien aimé ça. Voilà. Donc on va passer au présent où donc le sort de Gothel se lance. Alors ils sont super cryptiques sur ce que c'est, mais vraiment super cryptiques. En gros, quand elle apparaît devant Regina et Lucy Gothel en disant ah ah ah, et ça va exterminer l'humanité, un truc comme ça. Il y a des nuages qui s'amoncellent, donc c'est une sorte de brume, donc ouais, ça garde le thème, hein, d'habitude, ce genre de conneries. Et ouais, en gros, à la fin, on verra qu'elle fait pousser des arbres avec ce genre de conneries, et elle veut la jouer Poison Ivy, peut-être, j'en sais rien, je pige pas. Je pige pas trop le délire, c'est un sort à la con générique pour détruire l'humanité, merde. Voilà. Ce n'est pas du tout le centre d'attention de l'épisode. Le centre d'attention de l'épisode, c'est clairement entre Regina et Henry qui doit retrouver la foi. Au passage, oui, dans la conversation de départ entre Regina et Gothel, alors j'ai peut-être mal compris, et le traducteur aussi, hein, qui a fait le sous-titre a mal compris, mais il y a un moment donné, je suis quasi certain qu'elle dit tu étais la huitième sorcière. Tu fus jadis la huitième sorcière, c'est ce que le sous-titre dit. You were once the eighth witch. Excusez-moi pour mon accent à nouveau. Donc ouais, c'est bien ce qui me semble entendre. Est-ce que c'est le sous-titre qui se trompe et qui m'influence dans ma compréhension de ça? Mais c'est n'importe quoi. Comment ça, elle était la huitième sorcière? J'en sais rien. J'ose espérer que c'est moi qui ai mal compris. Alors, s'il y a des personnes qui comprennent très bien l'anglais et qui ont entendu cette réplique différemment par rapport au sous-titre, qui n'hésitent pas à me le dire parce que elle était autrefois la huitième sorcière, c'était de la grosse débilité profonde. Elle a jamais pu être la huitième sorcière. Jamais, quoi. Il n'y a rien dans son passé qui indique un tant soit peu ça. Vous me sortez cette connerie, vous tablez pas une seule seconde là-dessus parce que vous auriez pu au moins vous en servir comme Redcon pour dire ah pendant un moment lorsqu'elle était la méchante reine et elle a un peu travaillé pour Gothel pour une raison qui m'échappe complètement, je vois pas pourquoi elle le ferait. Non, donc je sais pas, j'ai pas compris cette réplique. C'est un petit détail à la con, histoire de dire mais pas compris. Enfin bon, elle explique que la raison pour laquelle le baiser entre Henri et Cendrillon n'a pas marché, c'est que Henri a perdu la foi. Voilà, il a perdu la foi, il n'a pas suffisamment de foi pour que ça marche, cette histoire-là.
Et donc, au début, je m'étais dit, ouais, c'est de la connerie, mais je trouve qu'ils ont plutôt bien rebondi là-dessus. À nouveau, je pense pas une seconde que c'était pensé avant, mais je trouve qu'ils ont bien justifié ça par rapport au fait qu'ils se sentent responsables de la mort de sa fausse famille, sa fausse femme et sa fausse fille. Et par rapport au fait que la raison pour laquelle tout est allé de travers pour le sort qui a été lancé, ben, c'est un peu de sa faute, il se sent responsable juste avant que le sort ait été lancé. C'était un parallèle pas trop mal. Je pense pas une seconde que ça a été pensé à l'avance, ça c'est clair et net, mais ils ont fait un parallèle pas trop mal pour essayer de justifier ça un petit peu, donc ça m'a pas trop dérangé. Enfin bref, ça mène Regina à essayer de trouver toutes sortes de moyens de contrer Gothel et de trouver comment sortir Henri de son... de son manque de foi et de lui faire récupérer la mémoire. La première chose qui se passe, c'est Rumpelstiltskin qui vient la voir pour s'excuser de ce qu'il a fait et qui lui donne une potion de mémoire qu'il a tirée du corps de Nick, de Jack, donc. Ah, faut pas me faire ça, série, faut pas me faire ça, faut pas jouer au con avec moi, si je vous jure. Ah non, mais là j'ai mal pris, hein. Ce passage-là j'ai tellement mal pris. Oui, une potion de souvenir, tu peux peut-être t'en servir. Oh, mais c'est dingue, Regina. Si t'en avais une autre potion de souvenir avant, t'aurais peut-être pu penser à t'en servir aussi. Oh. Et puis le truc que je trouve dingue par rapport à ça, surtout, c'est que oui, comme Jack Nick a été désenvoûté par Facilier, vous pouviez pas juste, je sais pas, demander à Facilier de désenvoûter les gens, de leur faire retrouver la mémoire. S'il a cette magie, qu'est-ce que... Je veux dire, Facilier a été suffisamment sympa pour défaire Henri de son poison, pourquoi il pourrait pas aller jusqu'au bout? Et je veux dire, c'est tout son intérêt que on récupère la magie, que les gentils récupèrent la magie pour lutter contre Gothel parce qu'il veut pas que Gothel ait le pouvoir, quoi. Il veut pas que Gothel détruise tout. Donc, je sais pas, c'est complètement con. Voilà, c'est complètement con. Je suis désolé. Ils font un truc intéressant avec cette potion et les autres tentatives qui seront faites par rapport au fait que Henri renie inconsciemment sa foi en la magie par rapport à ça. C'est intéressant. Mais n'empêche que je peux pas, je peux pas, je peux pas bien prendre ça, hein, étant donné que c'est genre l'un des trucs les plus cons que vous avez introduit dans l'épisode 10, sachant que c'est pas le truc le plus con, j'insiste lourdement là-dessus parce que c'est tellement facile de s'en plaindre continuellement, mais il y a des trucs encore plus cons, d'ailleurs je vais pas tarder à revenir sur un truc encore plus con de l'épisode 10, que ça m'a inspiré cet épisode, mais ouais. Donc elle essaye de lui faire boire cette potion magique, mais Henri n'est pas affecté. Voilà, ça ne lui fait pas récupérer ses souvenirs comme ça avait fait avec Zelena ou d'autres, même si c'est pas tout à fait la même potion, j'imagine. Enfin bref. Et donc ouais, ça amène à beaucoup de conversations intéressantes, surtout plus tard, lorsqu'il y a une deuxième tentative qui là aussi est amenée de façon complètement conne. Alors déjà. Le cimetière où il y a la famille d'Henri se trouve être à Hyperion Heights. Alors, je ne savais pas. Moi, je croyais qu'il avait trouvé ce cimetière d'une quelconque façon, c'était pas super clair, mais ouais, que c'était pas à Hyperion Heights, mais le fait que ce cimetière se trouve à Hyperion Heights, il devrait pas trouver ça bizarre, Henri? Il a jamais foutu les pieds là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que sa femme et sa fille foutraient enterrés ici, merde? C'est quoi ce délire? Ouais, comme par hasard, ils sont là, tu devrais pas trouver ça bizarre déjà? Parce que moi je pensais au départ que ouais, c'était un cimetière lambda à un certain endroit qu'il a trouvé grâce aux notes de Killian, mais non, c'est le cimetière d'Hyperion Heights. Donc ouais, d'autant plus que ça mène rien quoi. Vous pourriez juste montrer. C'est pas un truc qui aurait appartenu à sa femme et à sa fille fictive de ce monde-là pour que Regina comprenne et fasse le lien entre la culpabilité de Henri, la fausse culpabilité et la vraie culpabilité. Ce serait quelque chose, mais non.
Il fallait que vous mettiez ce cimetière-là, ces deux tombes dans le même cimetière, et c'est ridicule. Ce qui est tout autant ridicule, c'est le fait que le plan suivant de Regina, c'est de trouver le second livre, il était une fois, vrai livre de contes, lié à ce monde-là, le monde de Cendrillon, etc. Et elle se dit que, comme c'est Tremen qui a un peu instigé cette ville, sauf que c'est pas elle du tout, c'est Javotte, comme on l'avait vu, mais merde, elle devrait savoir où se trouve le bouquin, et l'intuition de Regina, c'est de se dire, elle a dû l'emporter dans la tombe. Ok. Avec l'explication comme quoi, ouais, moi je sais, c'est pas pour rien que j'ai fait un caveau à Storybrooke, c'est parce que je voulais garder tous les trucs importants. Et donc, elle se dit que ça doit être dans la tombe de Victoria que se trouve le bouquin. Ok, alors, quelques petites choses. D'une part, je pense pas que dans son plan pour créer Imperium Heights, Victoria avait prévu de crever. Je pense pas que c'était dans ses prévisions, ça, donc je vois pas pourquoi elle aurait prévu de quelque chose par rapport à son tombeau à elle. Et donc, ouais, elle a été enterrée, merde. C'est pas elle qui s'est enterrée toute seule, c'est des gens qui l'ont enterrée, qui ont pas remarqué qu'il y avait un bouquin dans cette pierre tombale choisie, etc. Personne n'a fait gaffe à ça. Parce que, ouais, on le montre pas, mais elle trouve le bouquin dans sa tombe. Putain. C'est une excuse de merde pour retrouver le bouquin. Limite, vous auriez juste pu dire « Oh, regarde, j'ai trouvé le bouquin dans mon cul !» Ça aurait été aussi insultant. Je suis désolé. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, ouais. Ouais, c'est super mal amené. Et c'est d'autant plus dommage que ça amène à des moments très forts. Parce que voilà, au moment où ils essayent de faire toucher le bouquin à Henri, elle et Lucie, et il est toujours pas, ça le réveille toujours pas, il est toujours pas, oh éveillé, je me souviens de tout, et c'est là qu'il y a un moment très fort de conversation entre Henri et Regina, où elle essaye vraiment de le ramener en lui disant qu'elle est sa mère, et que lui il dit ah mais j'adorerais y croire, mais j'aimerais croire que c'est vrai, parce que la peine que je ressens, elle serait fausse, etc. etc. On sent vraiment c'est ce moment très intense, porté par les deux acteurs, qui est très fort. Mais voilà, c'est amené, c'est très mal amené. C'est vraiment dommage, vraiment dommage. Oui, ce qui amène quand même Regina à parler de l'enquête qu'elle avait faite, comme quoi il existe une Regina Mills. Voilà, elle a vraiment adopté Henri, etc. Et elle finit par lâcher le gros morceau, la grande révélation de cet épisode, que lorsque cette malédiction a été lancée, ils sont retournés dans le temps. Voilà, donc on est à la même époque que le moment où Henri a eu son diplôme, hein, et était prêt à partir à une quelconque université, ce qu'il ne fera pas. Et ça lance le truc qui apparemment a fait réagir beaucoup de gens. Et je vais pas nier une seule seconde que je suis assez partagé parce que ça amène énormément de questionnements. Les deux gros questionnements que j'ai en tête tout de suite, c'est à ce moment-là, où est-ce qu'elles sont parties, Javotte et Anastasie? Je veux dire, si leurs mois sont retournés dans le temps et donc font doublon par rapport à ceux qui existaient avant, il devrait donc exister des Javotte, Anastasie, etc. Au monde modifié où elles se rendent. Ça créera pas une espèce de paradoxe? Ou bien, je sais pas, Regina les a envoyés à un autre endroit, une autre forêt enchantée où elles pourront refaire leur vie. Parce que c'est pas l'impression que ça m'avait donné dans l'épisode sur Javotte. Parce que c'est clairement pas, je pense clairement pas qu'il y avait pensé au moment de cet épisode, ça c'est clair. Donc, ouais, gros problème par rapport à ça. Si elles ont fait leur vie en retournant dans dans leur monde de contes de fées, elles devraient retomber sur leur elles-mêmes d'avant. C'est un petit problème quand même. Et le deuxième gros questionnement que j'ai, c'est que le Henry Mills âgé, donc qui a remonté dans le temps, a écrit un livre à succès qui s'appelle Once Upon a Time et qui raconte exactement les événements qu'ont vécu les personnages de Storybrooke. Personnages de Storybrooke qui ne sont pas coupés du monde et ils ont accès à ce qui se passe dans le monde, etc. etc. Et personne
aura trouvé ça bizarre, personne n'aura remarqué, ah tiens, c'est bizarre, il y a un livre qui raconte exactement ce qu'on a vécu, qui porte le même titre que notre livre de contes qui nous définit tout ça. C'est bizarre. Ça fait partie des gros questionnements que ça pose. Mais à côté de ça, je trouve pas que c'est si affreux que ça comme idée et que ça arrive à se goupiller, à être d'accord avec pas mal d'autres trucs en parallèle. Par exemple, le fait qu'on ne peut pas demander de l'aide à Blanche-Neige, Cendrillon, tout ça, que Regina ne pouvait pas retourner à Storybrooke, et ben c'est logique, parce qu'on pourrait tout à fait croire que elle, elle jugerait que ce serait trop risqué d'interagir avec leur version d'avant et que ça pourrait changer les choses pas de la meilleure façon. Par exemple, enfin ça aurait été pas mal d'être expliqué ça, mais explicité, mais voilà, c'est déjà quelque chose, quoi. Ça justifie un peu plus le fait qu'on n'a pas, qu'on vient pas demander de l'aide aux personnages de Storybrooke. C'est déjà ça. Ça justifie le fait qu'on est dans un monde qui n'a pas évolué technologiquement. Parce que ouais, si on prend en compte ce qui s'est passé, il s'est passé plus de 20 ans. Plus de 20 ans entre le départ d'Henry et leur retour à Hyperion Height, tout ça, dans notre monde réel. Le monde aurait dû avoir évolué. Mais c'est un futur où les choses n'ont pas bougé d'un cil. Mais vraiment pas d'un cil, on a exactement la même technologie, etc. Et sur le coup, ça m'avait pas fait tiquer, mais ouais, maintenant qu'on y pense, ça aurait été cool d'essayer de jouer là-dessus, et même si j'imagine que ça aurait été compliqué. Mais maintenant, ça a du sens. Ça prend du sens parce que voilà, c'est notre époque, ça n'a pas bougé à ce niveau-là, ils sont retournés dans notre époque. Bon, je reconnais que ça amène aussi gros questionnements, puisqu'il y a des questionnements qui s'amoncellent là-dessus. Comme quoi, ouais, c'est... Retourner dans le temps, c'est censé être un truc vachement complexe à faire quand même. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça d'un claquement de doigts, ça se fait pas comme ça, et c'est... Et qu'une malédiction qu'un sort noir lancé avec le cœur arraché de la personne qu'on aime le plus en moins, eh ben ça fait bizarre que ça puisse aller aussi loin que ça puisse s'étendre à ouais, on peut aller jusqu'à faire voyager dans le temps les gens, ça amène ces problèmes là aussi, c'est pas faux. C'est pour ça quoi, je suis partagé. Mais vous savez globalement, je suis pas contre. J'apprécie l'idée. Hein, ça va jouer sur une espèce de... Comment on appellerait ça, une concept temporel, j'en ai déjà parlé dans ma critique de Bienvenue chez les Robinson, quoi. Il y a trois concepts temporels. Ça va jouer sur le concept temporel du destin. Voilà, parce que bon, ce film est cette série définit clairement qu'il y a un destin prédéfini pour la plupart des gens. Donc ouais, ça reprend ça tout à fait acceptablement en disant que ouais, les événements se passent de telle ou telle façon, c'est-à-dire que euh, quand Henry est parti faire son aventure, etc., et tout ce qui s'est passé à Storybrooke, c'est que tout le monde, tout le monde à ce moment-là, à Hyperion Height, existait déjà, quoi. Cette ligne temporelle a toujours existé de cette façon-là. Et dans le genre, c'est pas le genre d'histoire sur le voyage dans le temps qui me plaise le plus, mais c'est fait tout à fait acceptablement sur le principe. Et donc, ouais, ça m'a pas fait tiquer énormément. J'apprécie le concept. Et même s'il y a de gros trucs à redire, il y a des trucs encore plus gros que ça à redire sur pas mal d'autres points. Donc, ouais, ça m'a pas trop gêné en fin de compte. Voilà, ça m'a gêné sur certains points, mais ça m'a plu sur d'autres. Donc, et ça s'équilibre. Voilà. Voilà pourquoi ça m'a pas autant énervé que vous l'espériez. Mais ouais, donc elle dévoile donc ça à Henry qui a du mal à le croire, mais elle lui met quand même les documents d'adoption dans sa sacoche. Et lorsqu'il rentre chez lui, il relit rapidement les documents par curiosité et voit le numéro de chez Regina Mills et décide d'appeler. Voilà, Regina qui n'a pas du tout changé de numéro en plus de 20 ans. Ouais, enfin bon, dès l'adoption d'Henri, quoi, au moment où il est parti, il avait quoi, 18-20 ans, quoi, ouais, il n'a pas changé une seule fois de numéro au moment après son adoption, c'est dingue. Et, ouais, donc il appelle chez Regina et tombe sur sa version jeune. Voilà, et donc ces flashbacks, entre guillemets, qu'on avait vu, c'était pas tout à fait des flashbacks, ça se passait
un peu en parallèle, vaguement en parallèle du présent. Et ça amène donc, lorsque Henry se parle à lui-même au téléphone, à lui faire retrouver la mémoire, cette espèce de conversation qu'il a, où il se fait passer pour un ami de Regina sans donner son nom. Je trouve ça dingue que Henry n'ait pas de doute, le jeune Henry n'ait pas de doute avec tout ce qu'il a vécu, mais bon, c'est un petit détail pas trop grave, et ça amène un très bon moment de conversation entre ces deux-là, où Henry donne des conseils à Henry Junior, on va dire ça comme ça pour pas trop s'embrouiller, par rapport à ses incertitudes, sur le fait qu'il ne sait pas ce qu'il veut, et il lui donne un conseil comme quoi le foyer c'est pas là où on se trouve, c'est les personnes avec qui on est. Et c'est ça qui va un petit peu le décider à partir à l'aventure dans d'autres pays enchantés. Hein, il lui dit aussi de ramasser un cadeau qui est derrière un tableau. C'est un cadeau du géant Hurley. Voilà, il a son nouveau nom de nain, je sais plus comment on dit en français, c'est Tiny. Voilà, c'est cool de faire référence à lui même si on le voit pas, et qui contient un haricot magique pour lui dire, ok, tu pourras voyager où tu voudras. C'est cool de faire cette référence-là, c'est bien de reconnaître que ce personnage existe encore, ça fait plaisir. Et ouais, c'est un bon moment entre ces deux-là. À nouveau, ça part du concept de voyage dans le temps ou avec une ligne de destin prédéfinie. Et sur le principe, même s'il y a des questionnements qui se posent à ce niveau-là, c'est clair, je trouvais que c'était globalement fait très correctement. Et voilà, ça mène de bons moments de personnage, hein, vraiment. Donc, ouais, ce moment où Henry va influencer, va inspirer son jeune lui-même pour partir. Et très touchant, ça amène donc Henry à dire à sa mère il a fait son choix, et bien entendu il lui dit pas exactement parce qu'il faut essayer d'être un petit peu raccord avec ce qu'on voit au début de la saison, hein, où il lui dira peu de temps avant de partir. Ce qui amène aussi à une scène, je fais ça très rapidement, où il laisse une lettre à sa mère. J'ai pas très bien compris ça. Vous voyez, il fait une lettre à sa mère, il parle par-dessus pour dire un peu ses aspirations, l'importance de la famille, où ça doit se trouver, tout ça. Je vois pas trop l'intérêt d'en avoir fait une lettre. Il aurait juste pu lui dire, puisqu'ils font leur au revoir juste avant qu'ils partent, grâce au haricot magique. J'ai pas compris ce délire. Ah bon, c'est un détail ça. Mais ouais, c'était un très bon moment. Autour d'Henri, il y a pas mal de choses qui sont mal amenées, clairement, de façon assez insultante, mais c'est presque une habitude avec ça, mais ça amène de très bons moments de personnages et des moments très touchants entre Henri et lui-même, et surtout Henri et Regina. Hein, ça amènera à ce qu'à la fin, ils viennent au secours de sa mère, qui a décidé de lutter seule contre Gothel, mais sans pouvoir, elle ne peut pas faire grand-chose. Et lorsqu'il la rejoint et qu'elle semble morte, mais qu'elle ne l'est pas, t'as cru que j'étais mort, il l'embrasse sur le front. Et c'est grâce à ça qu'il parvient enfin à défaire la malédiction, hein, pour faire un parallèle avec la façon dont ça a été défait la première fois et la deuxième fois. Ouais, ça commence à faire un petit peu long, hein, le nombre de fois qu'on a défait des malédictions. Mais ouais, c'était touchant. Vraiment, j'ai bien aimé cette partie-là. C'est pas la seule chose à redire parce que c'est pas terminé. Pendant tout ce temps-là, il y a Killian qui est donc prisonnier du méchant flic qui. Je comprends pas, il est influencé par la magie de Gothel complètement. C'est un faible d'esprit, j'imagine, qui lui dit que quand les sorcières auront fini leur travail, elles seront transformées en arbres. Voilà, elles seront récompensées en formant le nouveau composant de ce monde, une connerie comme ça. À nouveau, ils sont pas super clairs là-dessus. Je veux dire, sérieusement, cette malédiction, c'est une espèce de grand sort qu'elle veut lancer à la fin. On sent clairement qu'ils n'ont pas réfléchi aux détails, mais vraiment pas. Et donc, oui, Killian qui pige pas trop ce qui se passe parce il est toujours pas conscient que c'est un monde de contes de fées, la magie existe, tout ça. Il est toujours pas sûr. Et arrive à se barrer grâce à un subterfuge qu'on montrera pas. Et
essaye de reprendre, d'enlever Alice à sa transe parce que maintenant elle est à fond dedans. Ah, maintenant je dois obéir à ma mère. Mais n'y arrive pas, d'autant plus qu'avec la magie qui commence à revenir autour de ces sorcières, la malédiction du cœur qu'il a, il commence à refaire surface, donc il peut plus la toucher, l'approcher. C'est pour ça qu'il se barre et décide d'aller demander de l'aide à Rumpelstiltskin en lui demandant mais qu'est-ce qui se passe? Hein, et c'est là que Rumpel lui dit la vérité, il y a la magie, on vient du monde des contes de fées, etc. Je sais que c'est difficile à croire, mais ce que tu as vécu, comment tu l'expliques autrement? Et Cleon se dit ok, je te crois. Et donc, ce que Rumpelstiltskin propose pour aider Alice à sortir de cette espèce de transe dans laquelle Gothel l'a forcé à être, c'est de faire appel à Robin, hein, qui bosse encore au bar, pour lui dire ok, Alice est en danger, il faut que tu viennes nous aider. Et Robin dit ok, j'arrive. Elle essaye de convaincre Alice d'arrêter ça, mais n'y arrive pas. Ils sont transformés en petite taille, en version minuscule. Et ouais, ça va pas plus loin que ça, c'est une espèce de fausse piste pour essayer de dire ah, est-ce qu'ils vont arriver à sauver les choses ou pas, alors que c'est pas eux qui vont réussir à sauver quoi que ce soit. Et c'était ouais, superflu, mais ça allait en termes d'émotion, d'inquiétude des personnages, ça allait pas mal. Même si je vois pas trop pourquoi cette espèce de cercle magique aurait pu influencer mentalement Alice. Mais bon, merde. Magie, il y a eu bien pire dans la série. Qu'est-ce qu'on a d'autre avant que le sort ne soit rompu? Ouais, on a un passage rapide avec Facilier qui est expédié dans cet épisode. Mais vraiment, c'est vraiment dommage. Ouais, il y a Tiana qui se demande où est Navin, parce qu'il ne le retrouve plus. Et grâce à Lucie, elle est mise sur la piste du Baron Samedi, Docteur Facilier. Et en allant chez le Baron Samedi, elle est capturée en voyant que Navin est enfermé dans son armoire à Facilier. Je croyais que Navin était encore en garde à vous, mais apparemment il l'est plus. Super. Donc voilà, c'est la seule chose qui se passe pour ces personnes-là au niveau de Facilier, juste avant que le sort ne se rompe. Et honnêtement, non mais honnêtement, je reviendrai là-dessus parce qu'il y a tout un délire autour de Facilier à la fin. Donc ouais, la malédiction est brisée par le baiser d'Henri sur le front de sa mère, et ce qui amène donc les choses à revenir un petit peu dans l'ordre. Je veux dire, ouais, ils sont libérés du sort d'Alice, même si elle n'a rien fait pour les libérer de ce sort-là. Ben, le fait d'avoir rompu le sort de Hyperion Heights, ça a défait le sort magique d'Alice, qui a rétréci les autres personnages. Je comprends pas. C'est pas logique du tout pour moi. Alice est libérée de sa transe grâce à ça. Ça défait complètement ça empêche le sort du sabbat des 8 de se finir, sachant que techniquement il s'est un peu fini, mais ça empêche Alice d'être transformée en racine d'arbre, contrairement aux autres sorcières. Mais apparemment, le sort a été allé jusqu'au bout, semble-t-il, hein, puisque après ça, on a Gothel qui commence à faire pousser des arbres partout, invasion par les plantes. Et alors que Regina essaye un peu de lutter contre elle, elle est toujours pas aussi forte qu'elle malgré ses pouvoirs magiques. Et c'est là que Rumpelstiltskin, Alice et compagnie arrivent et disent que c'est à Alice de la battre. Et dans une scène où je comprends même pas le principe, pourquoi ce serait Alice qui devrait battre Gothel? Vraiment pas piller ça. Rumpelstiltskin, je sais pas. Je comprends vraiment pas ce qu'il peut faire et pas faire. C'est tellement pas logique. Son truc. Depuis l'épisode 4, qu'est-ce qu'il peut faire ou plus faire après ce qui s'est passé avec Belle, je pige pas, quoi. Ce serait cool de l'expliquer un petit peu, de l'expliciter, s'il vous plaît. Donc ouais, Rumpelstiltskin ne peut pas s'en prendre à Gothel, mais Alice le peut grâce à ses supra méga pouvoirs qu'elle peut manipuler quand elle veut maintenant. Ou alors peut-être que c'est comme par hasard le jour de son anniversaire aujourd'hui. Allez savoir, allez savoir. Elle lui fait un petit discours, ah, tu as choisi la haine, moi j'ai choisi l'amour. Oui, parce qu'elle connaît son passé maintenant.
Je sais pas, peut-être qu'elle a eu une connexion avec elle pendant qu'elle était sous son emprise, j'en sais rien. Et donc elle arrive à la battre grâce à sa magie de l'amour contre sa magie de la haine en un seul coup. Ce qui fait qu'elle se transforme en arbre, Gothel, et merci, au revoir. Et je trouve ça un peu... Je trouve que c'est un peu du gâchis d'avoir fait tout un épisode sur les origines de Gothel, pourquoi elle veut faire tout ça, si c'est pour la traiter comme un espèce de méchant de façade. En fait, le but c'est d'empêcher les choses d'empirer, mais à côté de ça, Gothel, ça pourrait être une entité sans personnalité, que ce serait exactement la même chose. Voilà, et vous essayez de créer un vague lien par rapport au fait qu'elle est censée être la mère biologique d'Alice, mais merde, ça n'a aucun impact pour moi. Non, enfin bon, tout s'arrange. Et il y a pas mal de moments que j'ai bien appréciés sur tous ces personnages qui se retrouvent, qui récupèrent enfin leur mémoire. C'est un truc que je peux vraiment dire de supérieur dans cet épisode par rapport à, je sais pas moi, le final de la saison 1 où c'est super rushé, il y a quasiment rien, où on voit des gens qui gambadent dans les rues, ah, on est sauvés, et rien quoi, il y a juste vaguement la scène entre Blanche-Neige et David et c'est tout. Là, on prend la peine de montrer les différents liens avec des ralentis, bon, très classiques mais très efficaces, sur les différents personnages qui se retrouvent, Alice et Robin, donc Henri et Cendrillon, Lucie, etc. Enfin, tous ces personnages-là qui sont rencontrés, c'était cool. Sachant que, ouais, un truc que je trouve intéressant, alors je sais pas s'ils vont, enfin, j'imagine qu'ils vont aller un peu plus loin là-dessus, c'est que Kylian n'est toujours pas libéré de son cœur empoisonné. Il a toujours son cœur empoisonné, donc alors, est-ce qu'ils vont trouver une solution à ça? Je me demande. Il n'empêche que malgré les façons assez insultantes d'amener certaines choses, comme j'ai dit, la potion, la tombe de Victoria, et je sais pas, même le coup du voyage dans le temps, du fait que ce soit remonté dans le temps, qui aurait pu être un peu mieux géré, c'est vrai. Malgré tout ça, je trouvais que c'était très sympathique. Vraiment, une conclusion plutôt touchante où on met bien en avant les relations de personnages, principalement celle entre Regina et Henry, qui a été le fer de lance d'énormément de saisons, donc c'est cool de revenir à ça. Ça fait, comme je l'ai dit, le lien avec le premier épisode où on découvrait ces deux-là qui se séparaient. C'était très fort, très, très, très joli. J'ai bien aimé ça. Donc ouais, il y a certaines grosses facilités très dommageables, mais ça m'a pas empêché d'apprécier sincèrement cet épisode. C'est pas un des plus grands épisodes de la série, en grande partie à cause de ces grosses facilités bien grasses et très mal amenées que vous mettez. N'empêche que il y a un petit truc qui va me gêner, c'est le cliffhanger de fin. Parce que voilà, il reste 2 épisodes, il faut qu'on fasse un petit cliffhanger. Autour de Facilier, une fois que tout le monde a récupéré ses souvenirs et que Tiana arrive à se tirer de là, elle retrouve son Navine, voilà, avec qui elle n'a pas eu le temps de vraiment tisser des liens, vu qu'ils se sont connus à peine, à peine une demi-journée, mais merde. Elle, elle essaye de s'en prendre à Facilier qui se barre. Et donc, après ça, Rumpelstiltskin découvre qu'il manque quelque chose dans son coffre-fort. Alors, semble-t-il, je crois que c'était une fausse piste pour faire croire que c'était son poignard. Mais en fait, non, c'est juste un carnet de voyage qu'il a fait avec Belle. Enfin, un carnet... Donc, ouais, il y avait ça. Je ne sais pas trop pourquoi il lui a piqué ça, Facilier. C'était pour l'attirer ou une connerie comme ça. Et on va pas vraiment avoir de réponse très précise à ça. Alors, parce que lorsqu'il confronte Facilier, Rumpelstiltskin, il est tué. Facilier est tué dans le dos par Rumpelstiltskin. Mais... Alors, ils ont été très sympas de le préciser parce que sur le coup, j'aurais été. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? Ils précisent bien que c'est le Rumpelstiltskin du monde des vœux. Donc, le grand cliffhanger, c'est que le Rumpelstiltskin du monde des vœux, donc, ouais, peau verte, tout ça, même dans notre monde à nous, donc, ouais, à nouveau, le fait qu'il soit retrouvé la peau verte dans le monde des contes de fées, le Rumpelstiltskin numéro 1, c'est toujours pas logique du tout, mais merde. Donc, ouais. Ça va être lui la menace finale en Suisse, apparemment. Ça sort de nulle part. Ça fout totalement en l'air l'histoire prometteuse qu'avait Facilier, parce que maintenant, ouais, il est mort comme une merde. Sa relation avec Regina, j'ai le sentiment qu'on va pas développer ça plus que ça.
j'en sais rien, vraiment. Il a des envies de pouvoir, mais il est quand même prêt à aider les gens parce qu'il aime Regina. Il y a une vraie complexité là-dedans, dans ses sentiments envers Regina, et le fait qu'il veuille le pouvoir et que c'est pas un type bien à côté de ça. Il y a quelque chose d'intéressant à développer, mais vous l'avez pas fait. Et donc là, il meurt comme une merde, facilier. Et on a le Rumpelstiltskin du monde des vœux. S'il y a bien un truc que, qui m'aura gavé, mais bien pendant longtemps dans cette. Depuis la saison 6, là, qui aura été introduit dans la saison 6, c'est ce putain de monde des vœux. Hein. Oh, punaise, ça n'a aucune logique pour moi. Ça n'a absolument aucune logique comment ça marche ce truc. Et là, ouais, le Rumpelstiltskin du monde des vœux a décidé de se barrer à Storybrooke parce qu'il le peut. Je sais pas, il a attendu son moment pour se barrer à Hyperion Heights, pardon, grâce à un haricot magique en attendant qu'il y ait de la magie dans le coin, j'en sais rien. Et qu'est-ce qui branle là? Je pille absolument rien. Qu'est-ce qui viendrait foutre à cet endroit? Qu'est-ce que ce Rumpelstiltskin viendrait foutre ici? Je n'en ai pas la moindre foutue idée. Donc, ouais, cliffhanger très gênant. Peut-être qu'ils donneront une explication acceptable, j'en sais rien, mais sur le coup, c'est très gênant. Et ça fout en l'air le côté attendrissant de la fin, où tout le monde avait récupéré ses souvenirs, tout le monde se retrouvait et tout, c'était très touchant ça. Et à côté de ça, vous nous fichez ce cliffhanger qui n'a aucun sens et qui gâche un personnage. Ouais, donc je sais pas, je sais vraiment pas quoi en penser. Menace finale, Rumpelstiltskin bis, le Rumpelstiltskin du monde des souhaits. Enfin, ce monde des souhaits m'aura fait chier, vraiment. Ah. Donc ouais, c'était correct malgré tout. J'ai vraiment trouvé que c'était pas mal du tout, hein, sans compter ce cliffhanger. Et, ouais, ce cliffhanger me gêne, mais ça n'enlève rien au reste. Tous ces moments émotions bien réussis. J'ai apprécié sincèrement cet épisode. On verra bien comment ça se goupille pour la suite, les deux derniers épisodes épilogues. Je suis pas super emballé avec ce cliffhanger, mais sait-on jamais, peut-être que ce sera bien, hein. On peut pas dire. En attendant, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour l'épisode 21. Bye!